Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel auteur au Diable Vauvert et aujourd'hui c'est déjà la 281e rencontre Lille, c'est la dernière de l'année. Alors pour fêter ça on a invité Tom T. Riam, je vais y arriver, promis Tom T, pardon, avec Tom T. Riam pour Drug City aux éditions au Diable Vauvert, les éditions au Diable Vauvert qu'on connaît évidemment particulièrement bien puisque vous n'êtes pas le seul auteur à avoir été reçu ici. Ça fait déjà bon nombre d'auteurs qu'on apprécie particulièrement et vous ne dérogez pas à la règle, j'en suis persuadé, Tom T. Alors, avant que Marion n'intervienne pour nous expliquer peut-être l'histoire, votre histoire au sein des éditions au Diable Vauvert, peut-être que vous pourriez déjà nous dire comment s'est passée cette entrée en littérature. Alors, ce n'est pas votre premier roman, vous avez déjà écrit il y a déjà quelques années en 2019, Banlieue Noire, qui était édité chez Présence Africaine en 2006. Et puis ensuite, il y a eu deux autres romans, notamment Next Level chez Au Diable Vauvert en 2019. Il y a beaucoup de temps entre vos romans. Alors j'aimerais que vous nous parliez de votre entrée en littérature. Comment s'est passée cette entrée en littérature et ensuite cette accession au catalogue Au Diable Vauvert. Donc déjà, bonjour à tous. Donc moi, mon entrée en littérature, elle s'est faite, en fait, à la base, moi, j'ai fait beaucoup de football. J'étais footballeur. Donc je suis passé par toutes les étapes, sport-études, centre de formation au Paris Saint-Germain, et j'étais à Caen et j'ai joué en Grèce, en deuxième division. Enfin, ouais, en deuxième division en Grèce. Et je me suis blessé, et donc j'ai décidé d'écrire, j'avais quoi, 20, 21 ans, j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Banlieue Noire, qui est, comme vous l'avez dit, était publié aux éditions Présence africaine. En fait, moi, c'est simple, j'ai toujours aimé la littérature, les mots, etc. Donc, déjà petit, quand j'étais au centre de formation, je griffonnais sur des bouts de papier des idées en pensant un jour pouvoir écrire un roman. Donc, dès que j'avais une petite idée, j'avais beaucoup d'imagination. Et donc, dès que j'avais une petite idée, je notais ces idées. Et déjà, je disais aux gens de mon entourage qu'un jour, j'allais écrire un roman. Donc, ça a commencé en Grèce. En Grèce, je me suis blessé, en fait. J'avais quoi, ouais, 21 ans, ouais, 21 ans, 22 ans, je me suis blessé. Et donc, je me suis dit, bah voilà, c'est le bon moment. J'étais tout seul en Grèce, là, et puis sans famille ni rien. Je me suis dit, c'est le bon moment pour commencer à écrire. Donc, j'ai commencé à écrire j'ai écrit Banlieue Noire. Donc, au départ, c'était un peu compliqué parce que j'avoue que j'avais pas écrit de nouvelles. J'avais rien écrit avant, à part noter quelques mots, comme je vous ai dit, sur des bouts de papier. Donc, je me suis lancé. J'ai écrit mon premier roman, Banlieue Noire. Je l'ai proposé à une première maison d'édition qui s'appelle Le Passage. J'ai signé chez eux. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour X raisons. Et donc, je suis parti comme un grand à la librairie Présence africaine à Paris. J'ai proposé mon livre. Et donc, j'ai été tout de suite édité. Après, après ce roman qui a bien fonctionné, Banlieue Noire, il a bien fonctionné pour un premier roman. Franchement, il a été bien reçu. La personne qui travaille avec moi, Banlieue Noire, qui travaille avec moi à Présence africaine, a quitté Présence africaine. Et pour aller au Rocher, donc je l'ai suivi. J'ai suivi au Rocher. Ça s'est pas super bien passé parce que le Rocher, c'est une maison d'édition quand même. C'est pas une maison d'édition à taille humaine. C'est vraiment le commerce pur. Et ce deuxième roman n'a pas super bien fonctionné. Donc je suis parti du Rocher. Et ouais, ça fait quoi, 10 ans plus tard, j'ai envoyé comme un grand mon roman par voie postale aux éditions Le Diable Vauvert. Et ils l'ont accepté. Et puis, j'ai édité mon troisième roman chez eux. Et mon quatrième maintenant. L'auteur est souvent très proche d'eux et surtout édite constamment.
Quelle a été votre relation justement avec l'éditrice? Comment vous avez travaillé ensemble, que ce soit pour Next Level ou pour Drug City? En fait, c'est une très bonne relation, hein. Je suis tombé vraiment dans une super maison d'édition, super, je sais pas comment dire, c'est vraiment de toutes les maisons d'édition où je suis allé avant, c'est vraiment une maison d'édition qui suit ses auteurs, qui est vachement proche de ses auteurs. Pour Next Level, il n'y a pas eu on a accepté le texte tel quel. Donc, il n'y a pas eu de il n'y a pas eu vraiment de changement par rapport à la version initiale. Et pour Drug City, en fait, c'était où j'ai retravaillé, j'ai quand même beaucoup, il y avait une version initiale, j'ai retravaillé quand même beaucoup de textes et pour développer certaines parties qu'on trouvait pas assez développées. Et donc, j'ai pas mal travaillé. En fait, c'est le texte sur lequel j'ai le plus travaillé. Donc voilà, après, il en est aujourd'hui et j'ai des bons super retours. Je suis super content. Et donc voilà. Est-ce que tu m'en... Vous entendez bien? Là, Non, attendez, non, mais je sais ce que c'est. faut que tu mettes le casque, je crois. Non, mais je vais quitter. Tu sais, j'étais en réunion sur l'ordinateur. En fait, je vous entendais très bien. Mais je ne sais pas pourquoi ce soir, l'ordinateur affichait plus ni le son ni la caméra. Alors là, c'est bon, c'est parfait là. Et là, vous m'entendez bien, vous? C'est parfait, c'est parfait. Bon, parce que moi, je vous entends un peu loin, mais ça va, j'ai réussi. Donc, voilà, j'ai débranché. C'est l'ordinateur qui faisait du larcène avec l'iPad. Alors justement, j'aimerais que tu nous parles de Tom T et de ta découverte aussi, puisqu'apparemment, donc, tu as reçu ce manuscrit par la poste. Quelle a été ton envie aussi pour le publier? Alors, moi, c'est Next Level, hein, c'est-à-dire pas Drug City, Bien mais sûr, le précédent qu'on a sorti, je crois, il y a 3-4 ans, 3 ans, 2019. Ouais. voilà, qui s'appelait Next Level. Et bah, ça a été une claque, en fait, hein, c'est-à-dire qu'il est arrivé par la voie des manuscrits. Donc, on en reçoit plusieurs milliers par an. Donc, il y a des lecteurs qui font le tri. Enfin, tu vois, il y a une boîte, Laetitia, Mandy, etc., me l'ont transmis très vite. Et enfin, très vite, sachant qu'on a quand même des délais un petit peu longs. Et je me souviens plus Tome T, mais je pense que ça a été long, en fait. Enfin, moi, quand je l'ai lu, Un peu, ouais, ouais. selon moi. Mais quand je l'ai lu, je t'ai appelé tout de suite. En fait, j'ai trouvé que c'était une tragédie noire magnifique. Et en fait, il a la même qualité dans Drug City et dans tous ses livres. Tom T, c'est un écrivain assez bref, hein, et qui dessine des tragédies sociales et qui sont d'une justesse et où il n'y a pas de compromis, quoi. Et vraiment, j'étais impressionnée par Next Level, à la fois les personnages, bon, l'idée complètement contemporaine, un gamin qui plonge dans les jeux vidéo, mais c'est surtout cette malédiction personnelle qu'il a et qui est liée au fait que bah, dès le début dans la vie, il avait zéro chance, quoi, parce que, enfin, je ne spoile pas Next Level. Moi, j'ai trouvé plein de choses hein, dans son livre. Une langue, bon, moi, c'est d'abord toujours la langue qui me fait réagir. Et ce que j'ai adoré, c'est cette langue très orale et en même temps très écrite, très pleine d'images. Un autre, c'est ce qui me plaît aussi chez Nicolas Ray, même si évidemment les deux voix ne sont pas les mêmes. Mais la même brièveté, la concision, tous les mots ont du poids. C'est drôle, en même temps, enfin, il y a de la truculence dans l'oralité de Tom T. Donc Next Level, une claque, on le publie. Bon, malheureusement, là, je dois dire que j'ai été, moi, très déçue. Tom T, il n'a peut-être pas été déçu de la maison, mais moi, j'ai été déçue du résultat. Je trouve que c'est, bon, on sait bien que c'est un sujet compliqué, hein, les banlieues, la misère sociale, l'injustice sociale plutôt que la misère, d'ailleurs, parce que les personnages, ils sont riches. Et, et donc, sur le suivant, Drug City, donc, bah, les mêmes qualités, en fait, avec un truc en plus, c'est qu'on est vraiment dans un roman noir, avec une espèce de trame un peu policière, enfin, un suspense comme ça, où on veut savoir la fin, ce qui va se passer. C'est une histoire d'un dealer, donc il y a cette première ligne.
de suspense qui est très forte, mais surtout la fable assez incroyable et la liberté romanesque qui consiste à, sans préambule et sans rien, mettre en place un monde fictif, complètement fictif, voire de science-fiction, hein, un univers dystopique à la porte de chez nous, au bout de l'aéroport, et on arrive là, et ce monde-là, c'est vraiment la métaphore de la réalité. Et là, ce qui m'impressionne chez Tom T, c'est que voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour dire énormément de choses. Et en plus, ces personnages sont toujours aussi bien. Il n'y a aucun manichéisme. Les personnages sont ni bons ni mauvais. Bien sûr, son héros, il est sympa, mais en même temps, c'est un mec qui est dealer hein, quand même, donc a priori, qui n'est pas honnête. Mais enfin, il a son code d'honnêteté à lui. Hein, il est moins malhonnête finalement que d'autres. Et il a un vrai code d'honneur, quoi. Voilà, c'était une promesse tenue complètement, mais de toute façon, depuis Banlieue Noire, je ne vois pas que Tom T tienne pas ses promesses. Hein. La question pour moi, c'est plutôt de le faire connaître que de. Lui, il nous donne des romans. Bon, il les travaille longtemps, visiblement. Je ne sais pas, c'est peut-être des questions intéressantes, son processus d'écriture, en combien de temps ça vient, etc. Parce qu'il fait des romans brefs, mais il ne nous en donne pas un tous les 6 mois, hein, loin de là. À chaque fois, c'est vachement pensé. Donc mon boulot maintenant, c'est reconnaître Tom T. Je trouve que c'est pas très difficile, mais par contre, convaincre la France entière qu'elle ne peut pas être aveugle à ce type d'univers, de romans, de voix, d'écrivains, ça visiblement en ce moment, c'est plus compliqué. Hein. Voilà, mais c'est pour ça que encore une fois, je vous remercie parce qu'il y a une curiosité chez Lille qui est incroyable et qu'on ne trouve pas partout. Hein, et ça, c'est toujours un bonheur d'être ici. Sur plusieurs choses tout à l'heure, sur notamment le fait que tu trouves Malik sympathique. Alors, je suis peut-être plus tranché que Nuancé. on verra tout à l'heure, on verra tout à l'heure, on reparlera de ça. Non, j'aimerais que Tom T, vous nous parliez de. Parce que vous êtes cofondateur, non, fondateur, l'un des fondateurs du collectif Qui fait la France. Et on pourrait redire aussi peut-être Que fait la France. Je ne sais pas si ce collectif existe encore, mais j'ai cru voir que vous aviez regroupé 8 auteurs qui ont publié un recueil de nouvelles. Est-ce que finalement, chez Stock, je crois, Chronique d'une société annoncée, euh, par rapport à ça, par rapport à ce sujet-là, qui fait la France, est-ce que finalement ce ne serait pas ça votre leitmotiv en tant qu'écrivain? Puisque dans votre premier roman, Banlieue Noire, vous étiez dans cet univers de la banlieue à travers les yeux d'un jeune footballeur, et vous vouliez montrer la banlieue telle qu'elle était. Aujourd'hui, avec The Rock City, il y a quand même aussi cet effet de qui fait la France aussi, j'ai l'impression en tout cas. Comment vous voyez les choses par rapport à ce nom-là de collectif? Qui fait la France? Pour vous, qui fait la France véritablement? En Est-ce que fait, on a fait ce collectif parce que on estimait, certains auteurs estimaient qu'ils étaient pas assez représentés. Donc, on a uni nos forces pour pouvoir essayer d'être une voix différente à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, c'est un collectif qui regroupe de nombreux, qui regroupait de nombreux écrivains issus on va dire, des quartiers, des périphéries. Et notre idée, c'était de pouvoir être une locomotive pour déjà euh, montrer ce qu'on était capable de faire à l'échelle nationale, capable de faire, et être une locomotive pour les gens qui viennent derrière. Je pense que quand on voit le monde de la littérature, je pense que c'est un milieu quand même qui se ressemble énormément, où on n'a pas, moi qui connaissais pas trop ce milieu, j'ai bien vu que c'était compliqué d'exister quand quand on n'avait pas entre guillemets les codes entre guillemets bourgeois et qu'il fallait qu'on était un petit peu vu comme une sous-catégorie de la littérature. Après, moi, mon but, quand j'ai commencé à écrire, c'était pas spécialement de représenter des gens ou une catégorie sociale, mais je me suis rendu compte que malgré moi, j'étais ce représentant. Parce qu'il n'y a pas énormément de gens, il n'y a pas énormément moi, si je parle des endroits où j'ai grandi, il y a très peu de gens qui écrivent. Donc, je me suis rendu compte rapidement que
que j'avais un rôle et que je devais, qu'il était important de parler de ceux, entre guillemets, qu'on appelle les invisibles. Donc, aujourd'hui, si je parle si les univers, les thèmes sont souvent liés à la banlieue, c'est déjà, premièrement, parce que c'est l'endroit que je connais le mieux. C'est l'endroit qui me permet d'être le plus précis possible et de partager le mieux comment dire, partager le mieux les choses. Et j'ai un devoir de représenter ces gens-là fidèlement. Et j'estime, après, c'est pas spécialement voulu, mais j'estime qu'on a besoin on a arrivé à un moment, on a besoin d'avoir ces voix-là. Parisien, je crois, dans le livre. Il me semble, je ne sais plus ce que vous dites, mais les éditeurs consanguins, germano-pratins, ou bref, il y a un petit tacle par rapport à ça. Et Après, on a souvent on a souvent des gens issus des mêmes milieux. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils éditent les personnes qui viennent des milieux, des mêmes milieux qu'eux. Ils apprécient les histoires qui leur ressemblent. Et donc, c'est pas facile de se faire une place. Je pense qu'il y a quand même il y a il y a une sous-représentation de certains milieux qui me gênent. Donc après, c'est des petites phrases, c'est des petites piques. C'est pas méchant. Mais je trouve qu'on ne met pas ça en avant. C'est pas représentatif, selon moi, de la population française et des gens qui écrivent. On le voit très bien. Maintenant, aujourd'hui, on voit la concentration de l'édition. On voit qu'il y a des gens qui rachètent des grands groupes, c'est pas pour rien. Donc, c'est une suite logique de ce qui a pu avoir avant. qui n'est pas un héros, ça serait difficile de caractériser comme un héros, mais pourquoi pas? Je ne sais pas, j'aimerais de savoir d'où il vient, ce personnage-là. Alors, je ne l'ai pas trouvé forcément sympathique. Je trouvais au contraire qu'il avait peu de qualité parce qu'il a quand même abandonné sa femme et sa fille sans vergogne, clairement, pour aller faire un deal. Sa femme, j'ai l'impression qu'il la trouve très grosse aussi. Il est quand même très attiré par l'argent. Il a quand même beaucoup de non-qualités, beaucoup de défauts à mon sens, et c'est pas le seul. Comment vous l'avez construit ce personnage-là? C'est pas simple de faire des personnages aussi difficiles à assumer. On sait que le lecteur, en principe, aime bien s'identifier au personnage. Là, pour le coup, vous prenez le contre-courant total. Mais déjà, ça, les retours que j'ai eus sur ce texte, il y a beaucoup de gens qui pensent il y a des gens qui disent que c'est un mauvais garçon, mais moi où j'ai grandi, je ne trouve pas que ça soit spécialement un mauvais garçon. Donc après, tout est subjectif. Euh, Moi, en fait, Malik, c'est un jeune, bah ouais, c'est un dealer. Après, c'est pas une mauvaise personne. Il deal parce que c'est sa manière à lui de pouvoir joindre les deux bouts, nourrir sa famille. Et donc, il deal comme certains feraient autre chose. Il vient d'un milieu où le deal n'est pas spécialement considéré comme quelque chose de grave. Donc, il est là et il deal et comme on va voir dans le livre, il est volage, un peu cynique. Il a pas, voilà, il est pris dans ce truc-là. Après, vous savez, moi, où je vis, il y a beaucoup de gens qui vendent, qui sont dealers, mais c'est des dealers juste, leur rêve, c'est pas de devenir Pablo Escobar. Leur rêve, c'est juste de pouvoir, quand un petit de 16 ans deal, son but, c'est juste de pouvoir aller s'acheter des chaussures parce que ses parents peuvent pas le faire, de pouvoir se divertir comme les gens de son âge, et il n'y a rien de plus. Donc lui, il est pris dans ce truc-là. Après, bien sûr que quand on vend, quand on vend, on arrive dans un environnement, dans un milieu qui peut être hostile. Je pense pas que c'est pas, c'est des endroits difficiles. Donc lui, il fait son petit chemin.
il deal et après, on va voir qui va être débordé par ses passions. Comment on appelle ça? Il va escroquer deux personnes. Il va se retrouver à aller dans une île pour échapper à ces deux personnes-là. Donc, il va arriver dans un endroit qu'on lui présente paradisiaque et il va malheureusement trouver une île qui va être le symbole des inégalités, de la ségrégation. Voilà. Arc-en-ciel qui est cité une fois. Au sud, les riches, au nord, les pauvres. Cette île, elle est coupée en deux par un mur de la paix. Et là où tout le monde parle français, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est une île qui reste quand même rattachée. Alors je ne sais pas s'il est rattaché au territoire français, mais en tout cas, la langue est commune. Finalement, est-ce que c'est quelque chose d'imaginaire? Il y a quand même, moi j'ai reconnu beaucoup de pays, j'ai reconnu parfois peut-être la Corée du Nord, j'ai reconnu parfois à une certaine époque peut-être Cuba. Il y a quand même il y a quand même des pays, L'Afrique du Sud, par exemple. l'Afrique du Sud notamment, oui, bien sûr. Comment vous avez créé cette île-là? Bon, en fait, j'ai voulu mettre dans le même, dans un endroit réduit, deux extrêmes. En fait, ça peut être l'endroit le plus riche au monde avec l'endroit le plus pauvre. Ça peut être le continent, l'Occident et l'Afrique. Ça peut être toutes ces choses-là. En fait, c'est ce qui m'intéressait, c'était de parler des mécanismes de domination. Je me suis toujours posé ces questions-là depuis toujours. Pourquoi certaines personnes vivent dans des endroits et d'autres vivent dans certains endroits? Est-ce que c'est dû à leurs fruits, si des personnes sont riches, est-ce que c'est dû à leurs fruits, le fruit de leur travail? Est-ce que si des personnes vivent dans des ghettos, c'est parce qu'ils le méritent, c'est parce ils ont pas travaillé, parce qu'ils sont feignants? Toutes ces questions-là, toutes ces problématiques-là, je me suis toujours posé. Alors que dans l'histoire, on peut, et on le voit sur cette île, si aujourd'hui s'il y a des gens qui vivent, s'il y a des gens qui vivent du bon côté de l'île, c'est parce il y a une histoire, parce qu'il y a eu de la ségrégation, parce qu'il y a eu de la colonisation, parce qu'il y a eu toutes ces choses. Donc pour moi, c'était important dans mon processus d'écriture, c'était important de montrer que si des personnes vivaient dans certaines conditions, ce n'était pas le poids de l'histoire était le poids de l'histoire est très ancré et très important. Donc, euh, donc voilà, donc c'était ce que je voulais montrer dans ce texte-là. Et on voit bien que rarement, en tout cas du côté de pauvre, on voit des gens s'extraire de leurs conditions, à part les gens à part ceux les sportifs, les comédiens. Et d'ailleurs, c'est pour tous ces jeunes qui vivent du mauvais côté, c'est des exemples pour eux, parce qu'ils n'ont pas d'autres exemples de réussite que les gens qui ont joué au football, qui font de la musique, etc. Moins je paye. Clairement, plus les individus ont de l'argent et moins ils ont de charges à payer dans ce monde-là, dans cette île comme Copacabana, mais finalement, c'est aussi vrai dans le monde actuel. Bien sûr, en fait, c'est des doubles victimes. À ceux qui ont le moins de moyens. C'est à ces personnes-là qu'on demande de payer ces 10 000 euros parce que sur cette île, pour passer le mur, il faut payer 10 000 euros pour passer le mur. Et en fait, on se rend compte que toute leur vie, leur objectif, leur quête, c'est de pouvoir avoir ces 10 000 euros pour passer le mur. Et donc bien sûr, ça complique les choses. Alors que ceux qui sont du bon côté avancent dans leur vie, alors que ceux de l'autre côté restent à espérer sortir de leurs conditions. Marion, mais en effet, ça peut être intéressant
de savoir comment vous construisez ces romans, ces textes, puisque vous avez dit tout à l'heure que la littérature était en vous depuis longtemps, peut-être parfois dans les vestiaires de foot. Pour le coup, vous deviez être aussi sûrement esseulé à écrire. Quoique, pourquoi pas. Je sais que Banlieue Noire a été préfacé par Lilian Thuram, donc forcément, il y a des liens qui se créent. Mais euh, comment vous expliquez que vous écrivez finalement aussi peu, alors que j'imagine vos textes sont récurrents? Est-ce que vous écrivez tous les jours? Comment vous maniez cette matière textuelle? Déjà, je réfléchis beaucoup. Avant de prendre mon stylo pour écrire, je réfléchis beaucoup. Je me pose beaucoup de questions. Je... Après, j'aime écrire, mais j'ai aussi d'autres activités. Donc, j'attends d'avoir vraiment l'idée de départ, d'avoir le squelette. Et là, je me lance. Après, c'est simple, quand j'ai cette idée de départ, hein, ça roule. Ce que j'aime faire, c'est souvent, je, je voyage énormément. J'essaie d'être en mouvement pour pouvoir, comme mon personnage, avancer dans le récit. En fait, je me laisse aller. Je trouve que je me laisse aller. J'ai pas... C'est vrai que d'un côté, je dis que j'ai réfléchi en amont sur le texte que je vais écrire, mais j'essaie de découvrir j'essaie de découvrir l'univers de mon livre en même temps que mon personnage. Donc ça passe par je marche énormément. Je, quand je suis je me balade. Les rencontres, les lieux que je vais visiter vont me permettre de nourrir mon texte. Et après, souvent, toute la journée, je suis là, j'écris. Toute la journée, je suis là, je me balade, je rencontre des gens. Et puis le soir, je vais me poser pour écrire ce que j'ai pu retenir de ma journée. Et ainsi de suite. Après, une phrase en amène une autre. Un événement en amène un autre. Quelque chose dans la langue, dans le rythme notamment. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis aussi, vous a aidé au sein de l'écriture, ce côté poumonesque, entre guillemets, du rythme du footballeur? Je ne sais pas quel poste vous jouiez, hein. Moi, je pense que c'est pas le rythme du footballeur, c'est plus le langage parlé, le langage que l'on parle dans les endroits d'où je viens. C'est plus ça qui m'inspire. Après, j'ai écouté énormément de rap, hein. Je suis un adepte de la punchline, c'est-à-dire la petite phrase ou la phrase qui veut dire et pas gros, tout et pas grand-chose. Mais je suis pas dans comment dire, je suis vraiment, j'aime l'intensité en fait. Moi, j'aime l'intensité. En fait, moi, ma hantise, c'est qu'une personne qui commence à lire mon lecteur mon lecteur on est assez de me lire. Donc ça veut dire, je me dis toujours, il faut que ça soit intense. Il faut que le lecteur, quand il ouvre mon livre, il faut jamais qu'il referme tant qu'il l'a pas terminé. Et j'ai toujours ça à l'esprit quand j'écris. J'ai toujours ça à l'esprit d'essayer d'être le plus précis possible et de ne pas fatiguer et ne pas fatiguer le lecteur. Donc c'est ça qui amène ces phrases, ce rythme, cette musicalité, cette intensité dans mes textes. Que devant un match de Ligue 1, c'est promis. Ouais. J'aimerais que vous nous parliez de vos influences finalement culturelles et littéraires peut-être, puisque vous parliez de rap, il y a une référence à Niska, page 34. Peut-être qu'on vous a confondu avec Niska, je ne sais pas, mais Non, pas du tout. non, non. Mais il y a une référence à Niska. J'aimerais que vous nous parliez peut-être de ces influences-là. Est-ce que le slam, est-ce que qu'est-ce qui vous a influencé finalement pour écrire? Est-ce qu'il y a des auteurs particuliers ou pas forcément des auteurs, du côté du cinéma peut-être, puisque je sais que Banlieue Noire risque peut-être d'être adapté au cinéma. Vous pouvez nous en dire aussi peut-être un mot. Moi, j'étais vraiment influencé. Je pense que j'étais beaucoup influencé par le cinéma. J'ai toujours aimé le cinéma. J'ai toujours été fasciné par
la manière d'écrire les histoires, le scénario. J'étais influencé par les films de science-fiction, beaucoup. J'aime des auteurs comme David Fincher, j'aime des gens comme Tarantino, qui arrivent un petit peu à mettre de la, je sais pas, de la magie dans dans leurs œuvres. Après, comme je vous ai dit, beaucoup la musique, le rythme. Je pense que c'est ce qui m'aide dans le rythme des mots. Beaucoup de musique, beaucoup de rap. Et donc, ouais, donc voilà, j'étais influencé par ces gens-là. Après, en littérature, je peux pas citer d'auteurs en particulier, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le style d'écriture. En fait, ce qui va faire que je vais lire un livre va m'intéresser, c'est beaucoup le style. En fait, la base première, c'est le style. Comment l'auteur va jouer avec les mots, les combinaisons, le rythme qu'il va avoir. Et après, après, ça, un peu moins le propos ou la thématique. Donc, j'ai beaucoup, quand j'écris, j'ai beaucoup en tout cas, prends beaucoup de temps à chercher justement, faire preuve de personnalité quand j'écris. Essayer de, essayer de, essayer d'écrire des phrases ou des mots qui, écrire des phrases qui marquent, différentes de ce que je peux voir, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu lire. Moi, j'ai le souvenir des livres que j'ai pu lire à l'école. Ça a toujours été, moi, c'était toujours, je pouvais pas, quoi. Ça a été le rapport que j'ai eu avec les livres que j'ai pu lire à l'école, ça a toujours été un problème. Parce que je trouvais ça trop long, je trouvais ça ennuyant, je trouvais ça chiant. Et je me disais que c'était pas il fallait que je fasse tout le contraire de ça, quoi. Donc, j'ai besoin de ce rythme, des mots, des punchlines, des mots qui tapent et des phrases dont on se souvient. Presque plus. Voilà, c'est bon, super. Parfait. Le football, j'ai l'impression, prend une place à chaque fois dans vos livres, puisque là, c'est pour Ibrahim de la Vega, ce footballeur-là qui est issu des quartiers nord, de la communauté nord, en tout cas, de la partie nord du pays, qui tente de signer à Manchester United. Est-ce que finalement, c'est pas le dernier domaine, ou en tout cas le premier, où justement des individus qui sont en minorité peuvent véritablement devenir des individus importants dans le domaine public? Est-ce Bah, que c'est c'est... ça, en fait, hein. De toute façon, on le voit tous les jours, hein. On voit avec l'équipe de France, avec les différents joueurs. Donc, Ibrahim de la Vega, c'est le footballeur qui vient du pire quartier, qui s'appelle Drog City, du nom du livre, du pire quartier de Copacabana Nord, et qui est montré du doigt parce qu'il a un comportement qui n'embrasse pas les codes, entre guillemets, des dominants. Donc, il va se retrouver un petit peu, il va se retrouver, il veut aller à Manchester United. Il est contacté par Manchester United, mais le ministre des Sports ne veut pas qu'il y aille. En fait, oui. Après, on a besoin d'exemples, hein. Les petits, ils s'identifient à lui parce qu'ils voient que c'est un gars c'est un jeune qui a réussi à passer de l'autre côté grâce au sport. Donc, les petits se disent que si eux aussi jouent au football, eux aussi, ils auront la possibilité d'aller de l'autre côté du mur. De toute façon, je pense qu'on a tous besoin d'exemples, hein. On va aller, si dans une école, dans une école, si des jeunes n'ont jamais vu un de leurs proches ou quelqu'un de leur entourage, s'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui est devenu médecin, ils ont du mal à se projeter et se dire qu'un jour ils pourraient être médecin. Donc pour eux, leur exemple, c'est ces mecs, c'est ces gars-là qui ont réussi grâce au sport et ils se disent que si eux qui viennent de ces endroits-là a réussi à passer le mur, bah, c'est possible pour eux.
c'est toujours le même problème. Ouais. C'était ça quand j'étais plus jeune. J'ai grandi dans un quartier, on était dans une cité, et nous, tout ce on voulait devenir, c'était sportif de haut niveau, parce on avait ces exemples-là tous les jours devant nos yeux, et on se disait que si on était sérieux, il n'y avait aucune raison, il n'y avait pas de plafond de verre, il n'y avait aucune raison de ne pas y arriver. On a besoin d'exemples pour se projeter. C'est vraiment, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Toute ma jeunesse, je l'ai ressenti comme ça. Après, c'est pas seulement parce que j'étais doué au football, dans le football, mais on passe deux fois à côté de carrière dans d'autres domaines parce qu'on n'a pas justement les repères et les modèles pour se projeter. En tant que lecteur, en tant qu'amoureux de la littérature, c'est lorsque cette bibliothèque est remplacée par un fast-food. Est-ce que c'est votre crainte aussi? Est-ce que c'est une crainte? On sent qu'il y a beaucoup de colère dans ce livre-là, mais en même temps, il y a beaucoup de crainte. J'ai l'impression qu'on devienne, que la France, ou en tout cas que le monde devienne Copacabana. Est-ce que c'est aussi une crainte de voir des bibliothèques, des lieux culturels fermés pour vous et remplacés par des fast-foods, ou au contraire, est-ce que le fast-food est l'endroit idéal pour une certaine sociabilisation et pour tout simplement faire manger les gens? Je pense pas que, moi, j'ai vraiment l'impression que la société ne tend pas vers le savoir. J'ai vraiment l'impression, je pense qu'on est tous témoins. Je me rends bien compte que c'est pas la priorité, c'est de, c'est de, c'est de acquérir des connaissances. Je pense qu'il y a quand même on est dans un système qui ne valorise pas la culture. Donc c'était juste une petite pirouette pour expliquer que voilà, quoi, que si on continue comme ça va être compliqué de faire de voir des personnes s'extraire de leurs conditions quand on le voit très bien avec les réseaux sociaux. Moi qui suis père, je vois très bien que les, la façon de faire aujourd'hui est compliquée. Quand je vois les contenus, quand je vois les contenus, par exemple, ce que peuvent regarder mes enfants, je me pose énormément de questions. Quand je vois le niveau du débat public, je me pose énormément de questions. Je me dis vraiment on a on est arrivé à un niveau de désinformation, on est à un niveau d'inculture extraordinaire. C'est, je me dis que ouais, c'est quand même super chaud. C'est quand même super chaud. Des rencontres, mais on en parle, donc autant en profiter. Je pose cette question régulièrement aux auteurs. Comment vous voyez le monde, Tom T, en 2075, dans 50 ans? Puisque ce livre-là, finalement, on peut l'appeler dystopie, mais en réalité, il est quand même assez proche de la réalité. En tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont certes amplifiées, mais il y a quand même beaucoup de relents qui sont actuels. Comment vous voyez cette société-là dans 50 ans? Est-ce que vous êtes inquiet? Déjà, je suis déjà inquiet par la tournure que prennent les choses. Moi, je me dis, là, déjà, je vois le niveau des débats. J'ai l'impression que je suis pas dans le pays où j'ai grandi. Euh, quand je vois, je sais pas, moi, je sais pas si ma télé est d'extrême droite, si mon portable est d'extrême droite, mais en fait, on est tous, on a l'impression que, je sais pas, on est amené à vivre longtemps ensemble. Je sais pas, les gens qui sont là, peu importe leurs origines, etc., ils sont toujours là dans 50 ans, dans 60 ans, etc. Et on essaie de nous faire croire que c'est pas possible, en fait, que c'est de différentes manières que ces gens vont partir, que c'est pas que on retourne dans le passé, que c'était comme ça, c'était mieux, c'était comme ça avant. Et je vois, en fait, je vois pas de projet en commun. Je vois pas je vois pas de volonté collective. Je vois seulement des gens qui cherchent à nous opposer
chaque jour, en fait, et essayer de faire croire que certains sont plus légitimes que d'autres. Et donc, avec la force médiatique que certaines personnes ont, je vois, et justement, c'est là il faut résister, ou faut être dur, parce que là, je me dis vraiment que ça prend une tournure inquiétante, inquiétante. Et puis après, comme je disais tout à l'heure par rapport aux médias, on est connectés tous les jours, et si ceux qui décident les dominants, ceux qui décident continuer avec cette propagande, j'appelle ça une propagande, bah ça va être super compliqué. Ça va être super. J'ai peur j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur. Je me dis, mais ils me posent des questions aujourd'hui, mais ils se disent, mais pourquoi certains sont montrés du doigt comme ça, de cette manière? Pourquoi? C'est inquiétant, hein. C'est inquiétant parce que là, je vois pas trop, à part résister, je vois pas trop la solution, moi. Je vois pas trop les solutions. Mais je trouve ça vraiment compliqué, en fait, hein. Cette période est très dure, très anxiogène. Et franchement, je ne pense, quand je vois la force de frappe de ceux qui veulent des fachos, je me dis que va falloir se battre. Encore parler, c'est le consumérisme qui est évidemment extrêmement mis en avant dans le livre, dans cette île de Copacabana. Par exemple, une entrée d'un centre commercial coûte 15 euros, un morceau de sucre 2,50 €. Alors, on n'en est pas là aujourd'hui, mais quand même, avec l'inflation, tout augmente. Justement, cette critique acerbe du consumérisme, de la surconsommation, c'est quelque chose que vous vouliez aussi mettre en avant dans cette île? Bien sûr, l'ultra-individualisme, l'argent, le culte de l'argent, de l'apparence aussi. Donc ça veut dire que bon, on est en plein dedans. Qu'est-ce qu'on met en valeur aujourd'hui? La réussite, les personnes qui possèdent, les personnes, les winners, sans se poser, sans s'interroger sur les raisons qui font que, sans se demander comment ces personnes ont eu de l'argent, c'est cet argent-là déjà. Ah oui, c'est juste la fin justifie les moyens. Donc on est en plein dedans. Et pourtant, il y a des problèmes. Mais si la question aussi, dans ce livre, c'est se dire aussi d'où vient cet argent. Est-ce que, est-ce que si ces personnes ont autant d'argent, c'est pas quelque part parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement pauvres? C'est les conséquences de ce qui peut se passer, hein, les choix politiques. Et ça, justement, quand on parle des deux côtés de l'île, les choix politiques, euh, les choix politiques euh, sociaux en France ont des conséquences. Faut voir le monde est un village. Les choix politiques sociaux en France ont des conséquences dramatiques dans le reste du monde. Aujourd'hui, ce qui se passe en Afrique, euh, les conséquences de ce qui se passe en Afrique quand on parle des migrants, quand on parle de toutes ces choses-là, c'est pas un hasard. C'est parce que de l'autre côté, il y a des choses qui se font et qui font que ces gens-là doivent venir quittent leur pays au prix de leur vie pour essayer de venir en France. Bracelet jaune, justement, qui distingue la caste des ultra riches. C'était aussi, c'est aussi, je trouve que c'est très frappant d'ajouter un accessoire qui distingue. Ça, c'est quelque chose aussi que vous vouliez mettre en avant, quelque chose qui puisse distinguer les gens uniquement avec un accessoire et pas forcément sur une couleur de peau, mais là, c'est un accessoire. C'est quelque chose peut-être de plus frappant pour vous. Oui, c'est plus visible. Et donc les gens qui ne l'ont pas, ça permet d'affermir son statut social. Et donc, comme dans le livre, on voit bien que, par exemple, cette scène où la personne qui a son chez jaune, c'est un peu la première classe, euh, demande à un chanteur qui est en plein concert de rechanter sa chanson
parce qu'il n'était pas là, parce qu'il arrive en retard. Donc, c'est un petit peu après, vous doutez bien que c'est des choses on n'a pas tout le monde a un bracelet jaune, il n'y a pas de bracelet jaune ici, mais c'est des choses qui sont réelles. Ce statut social qu'on octroie à certaines personnes pour je ne sais quelle raison, juste parce qu'elles ont plus d'argent que d'autres. Planète, à quoi les hommes sont-ils réduits face à tant d'inégalités? Ne sont-ils pas trop gentils? Est-ce que vous avez répondu à cette question, Tom T? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Oui, évidemment, mais est-ce que vous y avez répondu? Ben, en fait, je ne sais pas s'ils sont trop gentils. En tout cas, Malik, il se rend compte que les mécanismes de domination, ils opèrent dans le monde entier. Donc, ça veut dire que lui, il est en France, il se rend compte de l'autre côté du monde, c'est les mêmes mécanismes. Et lui qui vient du Tchad, un pays qui a une longue histoire, il dit au final, ce que moi je vis, ce que nous on peut vivre dans nos ghettos en France, ça existe, ça existe aussi, dans des contrées plus lointaines. Donc lui, il se dit, à un moment, bien sûr, il se dit, comment se fait-il que moi qui suis, comment faire pour sortir de ce système-là? Comment on fait? Il y a des gens, il y a des personnes qui sont depuis X générations qui souffrent, qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et qui restent là à attendre un miracle. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il doit prendre les armes pour un jour? Est-ce que c'est pas la violence qui va pouvoir régler ces problèmes-là? C'est des questions que beaucoup de gens se posent, qu'on se pose. Mais est-ce que c'est la solution? Ça, c'est autre chose. Un petit peu légère, bien sûr, c'est pas le cœur du livre, mais il est quand même là. On sent c'est quelque chose qui est important pour vous, puisque vous êtes issu de ce pays-là. Racontez-nous ce pays finalement. Racontez-nous pourquoi il intervient dans vos livres. J'ai pas lu vos autres livres, mais je suis persuadé qu'il intervient aussi. Oui, il intervient dans d'autres livres. Après, le Tchad, c'est le pays de mes parents. Et je me suis beaucoup inspiré du Tchad en écrivant Drug City. Parce que c'est un pays, quand même, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et quand on va au Tchad pour la première fois, on est frappé. On est frappé par autant de misère. Après, les raisons qui font que ce pays est dans cet état-là, elles sont multiples. C'est un pays qui a connu la guerre longtemps, des guerres civiles, et qui aujourd'hui a un peu de prix. On met du temps avant de se remettre de ces choses-là. Après, il faut voir le monde dans sa globalité. L'Afrique, ça aussi, c'est un continent qui a vécu, c'est un continent qui a de nombreuses richesses et justement qui subit euh, qui est le terrain de chasse de prédateurs du monde entier. Après, est-ce que les torts sont partagés? Est-ce que c'est la faute d'un tel ou d'un tel? Ça, c'est autre chose. Mais voilà, c'est une partie de moi. J'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours parlé du Tchad. J'ai mes cousins, j'ai ma famille qui est ici. Donc ouais, c'est aussi un clin d'œil à ce pays. C'est un clin d'œil et j'ai toujours fierté d'en parler. Après, même si c'est pas de façon, si c'est juste quelques phrases, quelques lignes par-ci par-là, ça rend, ça rend fier, ça rend fier les gens que je côtoie. Des limites dans ce que vous écrivez. J'avais sûrement dû poser cette question aussi à Christophe Siebert, parce que finalement, il y a quand même des phrases qui sont extrêmement choc, punchline, notamment par rapport aux femmes, à ces prostituées. Est-ce que vous vous mettez finalement quelconque limite? Est-ce que la littérature doit s'extraire de toute limite? Non, franchement, moi, j'ai pas envie de me mettre des limites. Franchement, ce que je dis, c'est vraiment, moi, je trouve pas que la littérature soit faite pour se mettre des limites.
faut se laisser aller. Après, maintenant, chacun a le droit de lire ou de ne pas lire un auteur. Moi, je me mets des limites. J'ai pas envie de me mettre de limites. Après, ce que j'écris dans mes textes, c'est ce que je pense. De toute façon, si j'estime que si c'est pas des choses que je pense, bah, je ne les écris pas, tout simplement. Moi, je pense que chacun, faut laisser libre cours à l'imagination de chacun. Après, si on n'est pas d'accord avec, si on n'est pas d'accord avec les propos de l'auteur, ben, on n'est pas obligé de le lire. On n'est pas obligé de, on n'en fait pas la promotion et puis c'est tout. Le, les propos, oui, les propos du personnage ou de l'auteur, de toute façon, c'est l'auteur qui écrit. Mais après, voilà. Après, c'est vrai que quand on parle des femmes, c'est vrai qu'il est dur. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était montrer aussi, en fait, que Malik, au final, il utilise les mêmes méthodes que les personnes qui condamnent, les personnes qui font que ce jeune homme a grandi dans les quartiers. Et pourquoi il se retrouve dans les quartiers? Pourquoi les gens qui lui ressemblent, qui le ressemblent, habitent dans les quartiers? Bah, il se comporte avec ces femmes, il utilise les mêmes mécanismes de domination que ces personnes-là, au final. Quand il parle quand il va voir les prostituées, comment il parle aux femmes, etc., il utilise les mêmes mécanismes de domination que les dominants. Parce que quand il va, par exemple, donner de l'argent aux gamins des rues, quand il va aider aussi une partie de la population, finalement, quand on connaît la fin, mais on ne la dira pas, bien sûr, mais on peut dire quand même que tout à l'heure, on parlait du monde, est-ce qu'on est trop gentil? Pour une fois, il a essayé de l'être et ça s'est pas forcément, ça l'a pas forcément conforté, finalement. Est-ce que c'est Ouais, une... On parlait de ouais, fable tout à l'heure, mais finalement, la morale, ben, elle est dure. il s'est rendu compte que c'est pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. C'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont gentils et c'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils sont méchants. Donc, Mali moi, un gars comme moi qui a grandi, euh, qui a grandi en France, d'origine africaine, on a toujours eu comme idéal l'Afrique. En fait, l'Afrique, c'était la terre où on pourrait vivre en paix, parce qu'ici, on a l'impression deux fois d'être discriminé, d'être mis de côté. Donc, l'Afrique, pour tous les jeunes d'origine africaine, c'est l'endroit où ils vont aller s'installer un jour, l'endroit idéal où tu t'irais bien, ou exotique, etc. Mais il se rend compte au final, avec ses yeux, que ça reste un occidental et que c'est plus complexe que ça, qu'il y a de la violence, il y a tout ce qui est propre à la nature humaine et il va se rendre compte qu'il n'a pas affaire juste à des gentils petits Africains qui vont l'accueillir les bras ouverts. Donc, il se rend compte de cette réalité et il va en subir les conséquences. Préparez un petit extrait, Tom T, à lire. Voilà, 3, 2, 1, c'est bon, parfait. Tom T, c'est à vous. C'est bon? On vous écoute. Entre cumulus et précipitations, le ciel est changeant. Malik, 30 ans, se pavane dans Paris. En apparence, ce jeune homme mène une vie trépidante, enfin seulement pour les crédules devant leur écran. C'est un dealer, un dadin. Pour les étés lunaires et les hivers solaires, il propose du shit, de l'héroïne, de la coke, du crack, de temps en temps. Ce n'est pas encore un parrain, mais avec son équipe de débiles légers, il compte bien le devenir. Un peu de travers, un faux pas sur le mauvais terrain, et vous finissez au mieux, aux urgences, avec vos pères qui vous insultent, et votre mère qui pleure. Hier, il était tellement cuit qu'il a mis ses chaussures à l'envers. Il a ensuite voulu démarrer sa voiture assis sur le siège passager,
Puis, dans cette douce euphorie et cette même voiture, après avoir peu dormi, il a observé la lune et s'est demandé si le jour valait la chandelle dans la capitale des rêves et des illusions perdues. Il a ensuite sorti une feuille de papier et a gratté quelques lignes. Malik pense être un artiste depuis qu'il a écrit un recueil de poèmes dans son dernier passage en prison, il y a 10 mois. Je vais reprendre les textes de tous ces écrivains de merde et juste en changeant la place des virgules, je vais marquer mon temps, répète-t-il. Merci. Alors, c'est le seul moment où il y a où il y a ce passé poésie. Est-ce que justement, vous ne nous avez pas dit que vous étiez poète, que vous faisiez de la poésie? Est-ce que c'est le cas? Je sens qu'il y a quelque chose, mais j'attends de voir. Mais je pense que oui, De quoi? que vous écrivez de la poésie. Ah non, j'écris pas de la poésie. J'aime Baudelaire, j'aime beaucoup Baudelaire, mais j'écris pas de la poésie. D'accord, d'accord. Alors, j'étais persuadé. Non, il y a un élément aussi dont on n'a pas encore parlé, qui est plutôt, alors à la fois drôle et à la fois inquiétant aussi pour nos sociétés, c'est le phénomène du chat. Le chat a une place prépondérante dans cette île de Copacabana qui représente, comme vous le dites, la même chose que l'Arc de Triomphe à Paris, une divinité. J'aimerais que vous nous expliquiez cette nouvelle vérité, parce que c'est vrai, entre guillemets, on mange du chat matin, midi et soir, notamment sur les réseaux sociaux. Et merci d'avoir mis cette vérité sur le devant de la scène, parce qu'en effet, personne n'ose critiquer les chats. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ça. En fait, moi, j'étais frappé je sais plus dans quel reportage, j'avais vu un type il avait plus rien, il avait plus rien à manger il avait plus rien à manger dans l'endroit où il était. Et il a couru, il s'est mis à courir derrière un chat pour le manger. Donc, dans mon livre, en fait, le président a décidé un chat. Et donc, tout le monde, pour affirmer sa posture, son statut social, veut un chat. Mais il s'avère que les chats sont à Copacabana Nord, chez les pauvres, parce qu'à un moment, il y a eu besoin d'avoir des chats pour les champs, pour tuer les rongeurs dans les champs. Et à Copacabana Nord, il, euh, il court derrière les chats pour pouvoir un jour les vendre chez les bourgeois. Et ça leur permet de subvenir à leurs besoins, ça leur permet de les vendre et de gagner de l'argent. Donc, c'était intéressant pour moi de parler des chats, d'un lien commun entre tous les habitants de l'île. C'est un petit peu, le chat, c'est un petit peu je compare un petit peu à la trajectoire de la drogue, de la cocaïne, c'est-à-dire de la récolte de la feuille de coca, la culture de la feuille de coca, du paysan qui va cultiver sa feuille de coca jusqu'à ce que la drogue soit transformée en cocaïne et qu'elle soit consommée dans les quartiers, dans les beaux quartiers par des, par des, comment on appelle ça? Par la bourgeoisie locale. Voilà. Donc, c'est un lien commun, c'était un socle qui faisait qu'on pouvait voir la trajectoire ça m'intéressait, de la trajectoire des champs de coca le type qui va se mettre de la cocaïne dans les narines. Et chaque fois, le prix augmente en fonction des personnes qui achètent qui achètent les champs. Il y avait une question de Sandra sur vos interventions possibles en collège, lycée, en banlieue ou pas que. Est-ce que ça s'est déjà présenté? On sent un discours très posé et très mature sur la vie aussi et sur la société actuelle. Est-ce que vous êtes déjà intervenu par rapport, que ce soit par rapport à votre collectif ou par rapport à vos livres? J'ai fait énormément j'ai fait énormément de rencontres, d'ateliers d'écriture dans les différents collèges, lycées, etc.
Après, moi, ça m'a toujours fait rire. Toujours, ils sont étonnés de voir un mec. Ils se disent pour eux, pour un écrivain, soit il est très vieux, soit il est mort. Donc, ils sont toujours étonnés de me voir dans les différents intervenir dans leur collège et dans leur lycée. Mais en tout cas, je suis parti dans plein de collèges. J'ai toujours été, euh, j'ai toujours été bien accueilli. Après, je me rends compte que dans beaucoup d'endroits, le rapport avec les lectures est spécial. En fait, après, moi, je suis beaucoup intervenu dans les quartiers, dans les collèges situés dans les quartiers. Et je me rends compte que, ouais, c'est pas quelque chose c'est pas naturel. Chez vous, avec beaucoup de jeunes, c'est pas naturel, la lecture. Après, est-ce que c'est le fait que le livre ne soit pas présent dans le cadre familial? On se rend compte vraiment que c'est pas naturel, que c'est quelque chose qu'on leur impose et qui se fait pas normalement. Donc après, de ce côté-là, faut essayer de s'améliorer, voir. Moi, je pense qu'il faut essayer je pense que on s'adapte pas assez aux différentes personnes, on peut pas proposer à ces jeunes à ces jeunes issus de milieux complètement différents, des textes qui sont pas, auxquels ils peuvent pas s'identifier, ils n'arrivent pas à s'identifier aux personnages, ils n'arrivent pas à s'identifier aux environnements. Je trouve que je pense que le fait justement que cette littérature soit cantonnée à un milieu bourgeois fait que beaucoup de jeunes ne, 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 ne trouvent pas d'intérêt, dans la lecture. Je pense je sais pas si parce que le livre au collège, on peut pas se permettre peut-être, ça reste des fonctionnaires, les enseignants, parce qu'on peut pas parler de certains sujets ou parce que ils ont peur des retombées s'il y a des problématiques qui peuvent poser problème. Tout ça fait que les livres, en tout cas les jeunes, quand on leur propose un livre, ont du mal ont du mal à se dire que ça peut être autre chose que quelque chose qui va les embêter, quoi. Que, que vous tissez au début sans forcément les mettre sur le devant de la scène, c'est la femme de Malik Ayatou, et cette fille avec un dialogue très touchant dès le début, Malik dit tout simplement que c'est la seule personne à qui il sourit, sa fille. Et ça, c'était extrêmement touchant, mais vous ne le développez pas justement pendant tout le livre. Et j'imagine que c'est une volonté forte de ne pas attendrir peut-être le lecteur, que le roman reste dur sans forcément attendrir et peut-être nuancer entre guillemets le roman. C'est quelque chose que vous vouliez Ouais, absolument. j'ai voulu en faire un personnage dur. C'est un personnage qui évolue dans un milieu compliqué. Le milieu des dealers de la drogue, je connais. Donc, c'est un milieu compliqué et j'ai voulu en faire un personnage qui sourit pas parce qu'il sait très bien que c'est mieux pour lui de ne pas sourire. C'est, 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 ça lui permet de garder la face, ça lui permet de, d'écarter ses ennemis. Faut pas montrer ses sentiments. Malik, c'est un jeune homme qui est parti en prison. Et la prison, ça forge. La prison, c'est des milieux très compliqués. Il a ça en lui. Il a grandi dans des endroits où il faut serrer les dents. Il faut serrer les dents pour se faire respecter. Donc, oui, c'était pour montrer que Malik, à part sa fille, et c'est peut-être sa femme de temps en temps, il est obligé d'avoir cette posture pour pouvoir évoluer dans l'endroit, dans le milieu où il est. S'il n'a pas cette posture, il sait très bien que
s'il baisse la garde, ça va être très compliqué pour lui. Vous savez, moi, j'ai grandi dans un quartier, c'est, 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 euh, si on montre pas qu'on sait se défendre, c'est rapidement, ça peut, ça peut, ça peut être compliqué. Donc, j'ai voulu montrer que c'était un personnage qui était dur pas parce que, qui était dur pas parce il avait pas le choix. Il n'a pas le choix. Il faut qu'il soit comme ça s'il veut perdurer dans ce milieu. Titre et la couverture assez incroyable quand même. Je ne sais pas où vous l'avez déniché, mais je pense que c'est une photo libre de droit de ce que j'ai cru voir. Photo assez frappante. On a l'impression que c'est vous qui l'avez créé hein, Tom T. Clairement que c'est assez frappant de voir qu'on imagine parfaitement Copacabana, pardon, lapsus. D'ailleurs, le titre aurait-il pu s'appeler Copacabana? Est-ce que ça a été aussi un sujet entre vous? Non, non, il n'y a pas eu de sujet en fait. Moi, ils ont validé Rock City. Alors, le titre, c'était Drug City dès le début et ça nous a plu. C'est fort, c'est punchline, c'est bref, enfin, c'est à l'image du livre. La couverture, effectivement, on a bossé, on a fait plein de couvertures, des très beaux projets, des projets plus polars, des projets. Et puis, en fait, on avait des projets un peu trop jolis quoi, pour l'univers du livre. Et Tom T, lui, cette couverture-là, c'était son choix depuis le début. Et moi, je la trouvais assez colorée, donc je me dis toujours si c'est une couverture avec une photo, ça fait moins littéraire, etc. Mais en même temps, le livre, c'est un roman noir, c'est un roman qui est une dystopie, il a été invité aux Utopiales et il sera invité aux Imaginales, donc il peut être lu par les lecteurs de science-fiction. C'est aussi de la littérature, donc donc cette couverture, elle allait bien. Alors c'est pas une photo, hein, c'est un montage photo terrible. Donc c'est une photo recréée en fait à partir de plusieurs éléments superposés, réalisés par notre génial graphiste Olivier Fonvieille. Donc c'est en fait c'est plusieurs photos mêlées. C'est vrai qu'il a créé. Bah, on voulait une image urbaine et il y avait cette idée de ville coupée en deux. Est-ce qu'on voyait plutôt la ville misérable ou l'autre? Enfin, lui, il a réussi avec ce ciel et cette mer à bien figurer le livre. Donc, elle est assez choc. Et je pense que c'est une couve qui plaît aussi aux ados. Et je crois que les ados, et en particulier des banlieues, sont un lectorat vraiment par rapport à tout ce que dit Tom T. Ben, voilà un livre qu'on peut leur donner qui leur parle de leur vie, quoi et qui leur parle de leur vie de façon pas manichéenne, parce que comme on a vu, Malik, c'est un personnage que moi je trouve plutôt sympa parce que en fait c'est un bon garçon, il a bon fond, mais effectivement il doit être une espèce de brute aussi pour survivre dans le monde où il est, et puis il est ce qu'il est avec les femmes, il est complètement le jouet en fait. De toute façon, il se fait balader tout le roman. Et quand il essaye de faire des trucs, ça lui retombe sur le nez. C'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est que c'est pas un roman qui triche et qui va vous sortir un happy end. On n'est pas dans une super production américaine où à la fin, allez, tout le monde est rassuré. La, le, notre identité française, c'est une identité de pays colonial, quoi. Ça fait plusieurs siècles, on a colonisé le monde entier, on a été le centre du monde, la France. C'est fini maintenant, mais et donc c'est notre identité française, notre identité littéraire, notre identité culturelle, par plein de, mais aussi dans la littérature et aussi dans la vision du monde. Il y a une opacité hein, de ce. Moi, je suis frappée par l'opacité. C'est pour ça que c'est nécessaire les univers comme ceux de Tom T qui nous rappellent à la réalité. Parce que je suis frappée par l'opacité de la question coloniale en France, réellement. Par exemple, bah, on désigne pas qu'aujourd'hui les Français d'origine africaine ou Français d'origine X, il faut savoir que dans une cité comme celle où est tournée Les Misérables,
je me souviens plus, mais je crois que c'est 72 nationalités différentes dans une cité de HLM, quoi. 72 nationalités, donc autant de langues et de choses comme ça. Et on est en France et il s'agit de gens français. Et ils sont français souvent depuis très longtemps, puisqu'ils ont construit la France. En plus, ils sont morts pour la France, ils sont totalement français. Et ce que Malik représente bien, c'est aussi le déracinement de Malik quand il arrive euh, dans ce pays, il n'est pas chez lui, quoi. Il est comme un. D'ailleurs, il va se faire rouler. Comme ce que tu disais, Tom T, en fait, il croit que là où il va être bien accueilli, ben non, en fait, il a un statut intermédiaire où c'est aussi un type qu'on peut plumer, quoi. Alors que c'est lui qui euh, était avant celui qui pouvait plumer les riches. Enfin, il renverse bien les choses. Bref, j'ai dérivé à partir de la couverture, mais c'est vrai que c'est parce que cette conversation est vraiment passionnante, en tout cas. Merci. Il ne se sent plus comme chez lui, alors que pourtant, à Copacabana, il y a quand même 80% d'Européens, mine de rien. Donc là, la notion d'identité n'est plus le socle véritable. Là, c'est le nerf de la guerre, ça reste l'argent finalement. On a transposé finalement comment dire, la déclassification sociale. Et tu l'as dit tout à l'heure, Anthony, sur le truc très important, c'est qu'en fait, le distinguo entre les riches et les dominants et les dominés, hein, pour aller droit au but, c'est pas la couleur de la peau, c'est pas l'accent, c'est pas les fringues, c'est rien du tout. C'est un bracelet. Et donc, dans le roman de Tom Tay, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a beaucoup de choses très profondes qui sont amenées comme ça, comme un détail qu'on remarque. La preuve, toi aussi, tu l'as noté. Et en fait, qu'est-ce que ça désigne? C'est que la question de la domination économique, au final, dont Tom Tay nous a parlé, c'est pas une question de malédiction raciale ou d'origine, c'est vraiment une question sociale. C'est-à-dire les pauvres comme dirait Bourdieu, hein, moi je reprends toujours Maître Bourdieu, les dominants et les dominés, et, et effectivement les ultra-riches, les ultra-pauvres. Et c'est pas un hasard si les ultra-pauvres, pourquoi ils sont d'origine non blanche, occidentale, catholique, française, si on peut dire française, parce que c'est un super pays d'immigration successive, la France. Mais bon, pourquoi? Parce que tout simplement, on est allé chercher nos réservoirs d'esclaves, et là, c'est la terre entière, hein, qui a un passé esclavagiste. Et il y a une identité particulière des Africains quand même dans la population mondiale. C'est que ça a été le premier bataillon d'esclaves de tout le développement de l'industrialisation occidentale quand elle dominait le monde, donc jusqu'aux États-Unis et toutes les terres colonisées. Les Indiens, par exemple, ils n'ont pas fait beaucoup d'esclaves s'ils ont construit les gratte-ciels à New York, mais l'Afrique, ça a été un réservoir de chair humaine pendant des siècles. Donc, en créant ça, on a aussi créé une infiltration dans tous les pays du monde par des gens d'origine africaine qui aujourd'hui sont français, allemands, italiens, etc., etc., etc. Et donc, qui créent d'autres liens. Et ça aussi, j'aime bien dans les romans maniques, c'est pas tout blanc ou tout noir. J'ai vu une critique d'une blogueuse qui disait, qui trouvait que c'était manichéen, le roman de Tom T, parce que chez les pauvres, il y avait que des gens de couleur, en gros, et que chez les riches, c'était tous blancs. Alors elle disait, ça c'est manichéen. Bon, non, ça, je ne sais pas si elle est là ce soir, mais ce n'est pas manichéen. Angela Davis l'a très bien étudié, les prisons américaines, c'est 95% de gens noirs. Et si on prend, par exemple, les lycées techniques à Nîmes, de la banlieue, c'est pareil, c'est la même proportion que les prisons américaines, parce que aujourd'hui, le peuple exploité, dominé, pauvre, il est issu de ce passé colonial et il a été traité, les esclaves, les prolos dans les banlieues, quoi. Les Misérables, le film de Lajli et tous ces films d'ailleurs disent pas autre chose, hein. C'est et donc je pense que c'est ce qui explique quand on lit le roman de Tom T, on le sait tous, mais ça nous permet d'y penser, de déconstruire un petit peu tous
un rapport à la France, et surtout dans le monde du livre, totalement biaisé, puisque si vous prenez n'importe quel terrain de foot, vous aurez une France qui ressemble à la France, qui est donc complètement mélangée, et qui a ce talent-là de ce que le mélange produit. Et puis si vous prenez, malheureusement, le public du livre, sauf dans les endroits des littératures de genre, le polar, la SF, c'est plus mixte, sinon on a quand même... Et sur les médiathèques, nous on travaille beaucoup avec des médiathèques des banlieues, enfin des banlieues, même des petites villes. Toutes les villes ont des banlieues et elles ont toutes la même caractéristique. Donc on a une association qui travaille à côté du Diable et qui fait beaucoup d'interventions dans les quartiers ou dans les endroits, comme on dit, auprès des publics empêchés, pour dire ça bien. Donc c'est les publics exclus de la culture. Il y a une médiathèque à Aigues-Mortes qui est au cœur de la cité. Ça fait 4 ans qu'on y intervient et on n'arrive pas du tout à faire venir les gens des cités. Et je dis ça parce que ce que tu disais tout à l'heure, Tom T, c'est vrai que c'est un sacré obstacle. Les gamins des cités, ils n'attendent plus rien de la lecture parce que c'est un univers qui leur paraît chiant. C'est vraiment dur. Hein. Même, il faudrait que tu viennes, mais je ne suis même pas sûre qu'on arrivera à les faire venir. Tu vois. Excusez-moi, j'ai digressé un peu, mais... Très intéressant. Je ne sais pas si vous voulez réagir, Tom T, et peut-être nous parler aussi peut-être des films de Lajli qui sont extrêmement frappants. Est-ce que vous reconnaissez aussi les banlieues par rapport à ces deux films, que ce soit Les Misérables ou Bâtiment 5? Je ne sais pas si vous les avez vus, Ouais, j'imagine. j'ai vu Les Misérables. Après, il parle de cas particuliers. Enfin, la banlieue se résume pas à ça, bien sûr. Mais en tout cas, au-delà du fait de parler de la banlieue, il a beaucoup de talent. Il retranscrit bien les choses et c'est vraiment cinématographique. Après, oui, hein, c'est des choses, c'est réel. Hein. Toutes les personnes qui vivent en banlieue ou qui ont vécu ne pourront pas dire que ce qu'il a filmé, ce qu'il a tenté de montrer n'existe pas. Mais au-delà du fait de parler de la banlieue, ce qui me frappe chez lui, enfin, ce que j'aime, c'est son immense talent. Pas encore parlé et j'aimerais peut-être en finir là-dessus avant de vous parler du prochain roman que vous allez écrire, j'espère bientôt. C'est Attic Leston, ce pianiste, et peut-être Serge, le joueur, le footballeur à l'Olympique de Saint-Paul. Ces deux personnages aussi, on l'a pas assez dit, mais il y a quand même des personnages secondaires, entre guillemets, mais secondaires, c'est pas forcément le mot, mais qui viennent en différé, qui sont quand même très... haut en couleur, Attic Leston notamment, ce pianiste. J'aimerais que vous nous parliez de lui. Est-ce qu'il a une histoire particulière? Est-ce que parfois, je sais que les auteurs s'inspirent de personnes proches d'elles pour créer des nouveaux personnages? Est-ce que c'est le cas aussi pour Attic et pour Serge? Attic, c'est un pianiste. C'est un pianiste très doué qui, Malik va le rencontrer à l'aéroport. En fait, à Paris, il rentre d'une tournée en France et va le rencontrer dans l'aéroport. C'est lui qui lui met le pied à l'étrier finalement à Capacabana. Il va à sa rencontre et donc il lui parle. C'est lui qui va lui présenter un petit peu la réalité de Capacabana et va lui expliquer. On sent bien que ce personnage, il est passé de l'autre côté du mur parce qu'un promoteur a vu qu'il avait énormément de talent, donc il lui a dit que il a pensé qu'il pouvait faire de l'argent avec lui et que ça serait bien qu'il passe libre. Donc il lui a payé, le promoteur lui a payé les 10 000 euros pour passer la douane. Et en fait, on sent bien que c'est un personnage qui est là, mais qui a été obligé d'embrasser certains codes pour exister du côté d'exister chez les riches. Et donc, il présente l'île à Malik et il essaie de parler de toute cette réalité d'île et toutes les réalités de l'île. Et il lui explique que la meilleure chose pour lui, c'est d'aller du côté chez les pauvres parce que chez les riches, entre guillemets, c'est des enfoirés.
Et donc c'est lui qui va faire que Malik va aller de l'autre côté de l'île. Mais après, au fil de l'histoire, on va se rendre compte que cette attique est plus complexe qu'on ne le croit. Après, j'ai voulu en faire un métis. C'était un petit peu pour montrer un peu le fait qu'il soit le cul entre deux chaises, entre le côté nord de l'île et le côté sud. Le côté nord, le sud qui est majoritairement peuplé par des blancs et le côté nord qui est majoritairement peuplé par des noirs. Donc voilà. Puisque on n'a pas tout à l'heure, je vous ai lancé sur le sujet cinéma avec Banlieue Noire. Je ne sais pas si c'est encore en cours, si ça va être adapté. J'ai cru lire que c'était en projet, mais alors on imagine parfaitement Drug City au cinéma ou en série, c'est évident. Ça ferait quand même des paysages assez fous et des personnages surprenants, c'est le moins qu'on puisse dire, et des situations surprenantes. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous êtes déjà en cours d'écriture? Est-ce que vous attendez le bon sujet? Est-ce qu'il faut des éléments cataclysmiques dans le monde pour que vous écriviez finalement? Moi, franchement, ouais, je suis en cours d'écriture, mais c'est pas encore très clair. C'est pas encore très clair. J'ai des idées, j'essaie de trouver la meilleure idée. Après, je prends mon temps. J'ai pas envie d'écrire pour écrire, en fait. J'ai vraiment envie le jour où j'écrirai ce quatrième roman, c'est vraiment parce que j'ai des choses à dire et parce que je pense que c'est des choses qui doivent être dites. Donc, je prends mon temps, je réfléchis, euh, je réfléchis énormément, j'essaie de trouver le meilleur, trouver un univers qui puisse parler, qui puisse me parler, qui me donne envie de prendre la plume. Et donc voilà. Mais j'ai vraiment envie j'ai pas je suis compliqué, je suis compliqué. Donc moi vraiment, je peux pas écrire juste, je pourrais écrire juste pour écrire, pour dire que j'écris, mais c'est pas, j'ai vraiment envie de remuer les choses. J'ai vraiment envie, quand je prends la plume, c'est vraiment que c'est que j'ai des choses à dire et il faut que je les dise. Que ce sera donc un roman. Vous restez dans cette voie-là. Est-ce que ça vous est venu peut-être à l'esprit d'écrire, que ce soit un manifeste, un essai, quelque chose de différent que la littérature au sens romanesque, ou c'est quelque chose, c'est un Mm, domaine qui vous mm, plaît particulièrement? Non, ouais, franchement, non. Je préfère être dans la fiction, c'est là que je me sens mieux, c'est là que je suis le plus inspiré. J'ai pas, non, manifeste après, pourquoi pas. Après, toujours, hein, s'il faut, si j'ai une idée ou si on me propose quelque chose, pourquoi pas. Hein. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire quand je vois la situation actuelle. Donc, bien sûr, hein, si je peux écrire un manifeste, enfin, je peux faire autre chose qu'un roman. En tout cas, à l'instant T, là, je suis plus dans le roman, dans l'écriture d'un roman. Après, tout est possible. Tout est possible. Moi, j'ai vraiment envie, je pense que j'ai un certain talent pour écrire et je pense qu'il faut que je me serve de ce talent pour exprimer des choses que je pense importantes. Oui, moi j'aimerais bien dire, moi je suis frappée par l'écriture en fait, la proximité en fait de l'écriture cinématographique de la Lee, mais pas seulement. Il y a toute une génération. Alors bon, on a publié un livre il y a quelques années, il y a maintenant, je me souviens pas, peut-être que Nathalie s'en souvient, elle a de quoi regarder sous ses yeux, mais je dirais il y a 7 ans au moins de Claire Diao qui s'appelle Double Vague et qui parlait donc par opposition à enfin par prolongement de la nouvelle vague, hein, référence à la nouvelle vague, et qui disait que cette double vague, c'est justement la vague qui nous arrive des nouveaux réalisateurs qu'on n'attendait pas, des banlieues. Et, et il est sorti juste avant que sortent Les Misérables, qui a eu tous les prix.
ce qui a mis pas mal le projecteur sur toute une génération de jeunes réalisateurs qui se sont beaucoup formés en banlieue à travers des associations, dont une, Mille Soleil, qui était une association très active, nationale, qui a été aidée d'ailleurs par le ministère de la Culture, enfin voilà. Et il y a vraiment une écriture qui n'est pas loin du hip-hop, hein. C'est la même, d'ailleurs c'est contemporain, l'explosion de la scène du hip-hop, et puis après cette explosion avec des caméras qui a été plus facile qu'avec le livre, pour les raisons que nous disait Tomté tout à l'heure. Et je suis frappée par il y a vraiment des similitudes d'écriture, la brièveté, le sens de la tragédie. Bon, en même temps, c'est un endroit de tragédie, hein, quotidienne, mais les punchlines, la vivacité, Tomté parlait d'intensité, la musicalité aussi, y compris des images. Enfin voilà, c'est le foot en fait, ils dribblent avec les mots et ils font de la jungle avec les mots, les phrases, il y a du rythme quoi. Et, et de toute façon, oui, on a bien l'intention d'envoyer le livre de Tomté à tous ses réalisateurs, parce que je trouve que ça fait un super scénario. Et on en est convaincu, hein, on a une personne dans l'équipe qui travaille sur les droits cinéma. Et cette année, on a pas mal de livres comme ça qu'on verrait très bien au cinéma. Euh, donc, on va les. Mais même, je pense qu'il y aurait bénéfice à ce que ces artistes-là, les créateurs de quels que soient leurs médias, aient davantage d'espace pour se rencontrer et parler entre eux, parce qu'ils sont en train de réaliser des œuvres qui sont très fortes, qui sont parallèles, qui ont comme point commun qu'elles sont quand même pas très visibles, hein, franchement, pas tellement mises en lumière, alors que c'est, par exemple, sans le hip-hop, c'est la poésie en France aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire c'est une sensibilité qui représente beaucoup de Français et qui marcherait très bien. Donc, et Tomté, il écrit on a tout de suite envie de le voir au cinéma, mais c'est logique puisqu'il a été influencé par le cinéma. Ah oui. Il est temps de vous remercier tous les deux, Marion et Tomté et Nathalie qui, je crois, est là. Merci à tous. C'était une belle année au Diable Vauvert, hein. C'était une très belle année au Diable Vauvert. On est ravis et on espère vous retrouver bientôt. Et en attendant, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Il est temps que tout le monde se repose. Je pense que là, que ce soit dans le monde de l'édition ou ailleurs, on a besoin de repos. Absolument. Merci à tous. Passez de très belles fêtes. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au Merci. revoir. Merci, Bonne Tom. soirée Au revoir à tous. et bonne fête à tous. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Au revoir tout le monde.